Bonsoir. Face à l'actu reçoit ce dimanche Cabral Libye, le président du PCRN, non moins leader de 11 millions de citoyens. Il sera à sa première sortie médiatique après la session parlementaire de mars 2020, qui, comme vous le savez, de juin 2020, qui, comme vous le savez, sera également la première depuis son élection comme député, première sortie sur cette antenne. Cabral Libye, en 52 minutes, va évidemment partager la vie de son parti, mais également les sujets forts de l'actualité nationale. Cabral Libye, bonjour, bonsoir, bon dimanche. Merci d'être des nôtres. Depuis la reprise des activités de la session parlementaire, vous en êtes à votre première sortie. Mais on a également pu voir que votre parti poursuit sa structuration sur le terrain. Est-ce qu'on peut en savoir davantage ? Déjà, bonsoir à vous et merci de m'avoir invité. Vous avez raison, ça fait bizarre. Ça faisait effectivement un bon bout que je n'étais pas présent sur ce type d'émission. Mais en réalité, je n'ai pas senti cela. Parce que je suis tout le temps moi-même en train de découvrir le talent de mes nombreux compatriotes qui, eux, sont de plus en plus présents sur ce média et sur d'autres, qui expriment tellement bien et parfois mieux ce que je pense, que je crois que le besoin de m'inviter se fait de moins en moins sentir au profit de mes camarades, que j'encourage et j'en profite pour saluer vos nombreux téléspectateurs que je retrouve. Effectivement, le parti, vous savez que quand j'ai hérité de ce parti le 11 mai 2003, c'était le 11 mai 2019, le parti lui-même créé depuis 2013, non depuis 2003, je confonds un peu les dates, je le reprends le 11 mai 2019, le parti est créé depuis le 14 février 2003 par M. Kona Robert et M. Massardine Albert Fleury, que je salue au passage. Quand il me confie cette responsabilité, le 11 mai 2019, le parti aura été en latence depuis sa création. Et l'une des missions qui m'avait été donnée au congrès de Guidigis, c'était de travailler à l'implantation du parti. Alors, avant cela, j'avais moi-même fait, dans le cadre de l'élection présidentielle, de la sensibilisation aux inscriptions, plus de 3 fois le tour du Cameroun. Je dis souvent c'est 3 fois et demi. Donc, à la vérité, il y avait déjà un travail préparatoire qui avait été fait. Maintenant, il convient de consolider tout cela, de solidifier tout cela. Vous ne pouvez pas avoir la prétention de remplacer le parti au pouvoir au Cameroun, qui est là depuis des décennies, et penser que vous le feriez seulement avec ce que nous pouvons faire dans les canaux de communication ou ce que nous pouvons faire dans les grandes métropoles. Ça se joue effectivement dans l'arrière-pays, ça se joue sur tout le pays et nous travaillons donc effectivement à cela. Le Covid-19 est passé par là et a limité ou freiné les activités que nous avions préparées, mais maintenant que ça se relâche petit à petit, nous avons repris avec l'entrain qu'on nous connaît ce travail d'implantation du parti. Et j'ai d'ailleurs signé récemment une circulaire de renouvellement des organes de base. Ça va s'achever au 1er décembre, je crois, c'est jusqu'à fin novembre, dont nous travaillerons d'arrache-pied pour que le PCRN soit le reflet du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et Dieu sait qu'ayant fait 3 fois le tour et demi, comme je vous ai dit, je mesure l'ampleur de la tâche. Le PCRN aujourd'hui, c'est 5 députés, 7 mairies, plus de 200 conseillers municipaux. Au regard de ce déploiement-là, en termes d'opportunités, d'objectifs, qu'est-ce que peut-on attendre à court et moyen terme? L'objectif, il est connu. Je dois être élu président de la République du Cameroun à la prochaine élection présidentielle. Il faut que cela... Sans prétention. Écoutez, c'est une prétention légitime que vous pourriez vous aussi nourrir. Et rien ne dit que ça ne vous arrivera pas. Donc, c'est tout à fait légitime. Je l'ai déjà dit, nous travaillons à cela. Et je remercie une fois de plus encore mes camarades qui travaillent à cela. Mais il y a d'autres élections. Il y en a qui viennent de passer en février dernier, il y en a qui, en 2025 d'ailleurs, qui devraient avoir lieu, parce que ce sera encore une année de forte concomitance politique, puisque ce sera l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections municipales, mais entre-temps, on pourrait avoir les régionales, mais de ce point de vue, nos prétentions, logiquement, devraient être limitées, parce que le collège électoral, il est connu. Donc si on n'a pas fait le décompte des électeurs qui sont aux couleurs du PCRN, nous pouvons avoir une petite idée des prétentions réalistes qui peuvent être des nôtres. Mais 3 ans de fonctionnement, d'abord à partir de 11 millions de citoyens, puis
le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, vous l'avez dit, nous sommes deuxième quand même au Cameroun, et ça on ne le dit pas suffisamment, au nombre de communes remportées. Je rappelle qu'au Cameroun actuellement, au nombre de communes entières remportées, malgré, nonobstant nos 7 communes seulement, nous venons après le RDPC. Nous avons 5 députés. Et c'est bien de préciser encore, et c'est sans prétention et sans aucune provocation. Mais il faut rappeler qu'au moment où le PCRN accède à ce niveau de représentativité-là, son leader, et encore moins ses responsables majeurs, ne sont ni d'anciens ministres, comme ça a été le cas pour certains partis, ni d'anciens hauts commis de l'État. On ne nous connaît pas d'attache particulière ici avant avec l'ordre gouvernant. Je dis cela parce que c'est important. Vous pouvez faire une étude exégétique de tout ce qui s'est fait jusqu'ici. La plupart des partis qui accédaient à ce niveau de responsabilité l'a bénéficié soit d'un contexte très favorable, c'était un peu le cas au début des années 90 et depuis ça s'est refermé un peu, soit alors parce que leur leader avait déjà un parcours, parfois au sein du parti gouvernant, ce qui lui donnait effectivement un certain type d'avantage, tout au moins un rayonnement. Et dans notre cas, j'ai envie de dire que c'est globalement des non-nèmes, des personnes dont tout le monde, et parfois logiquement s'en moquait, ne se prévalant pas toujours du rayonnement des autres, du carnet d'adresse des autres, du poids économique des autres. Non, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'avec notre engagement, lorsqu'avec nos convictions, lorsqu'avec le travail acharné, lorsqu'avec nos idées, nous avons pu faire cela en ce temps-là, croyez-moi, nous ferons 2, 3, 4, voire 10 fois plus. Parce que le ferment qui fertilise justement notre engagement est chaque jour de plus en plus enrichi par la maturation de ceux qui ont commencé, par l'arrivée de ceux qui arrivent avec des valeurs ajoutées certaines. Je puis vous dire que par la grâce de Dieu et les efforts que nous allons continuer à fournir, lors des prochaines échéances, le PCRN a la prétention d'être le leader, le parti politique leader au Cameroun. On reparle du PCRN, notamment tout à l'heure avec les activités parlementaires, puisque vous y êtes. Je voudrais d'abord, chers messieurs, madame, qu'on prenne ce premier stop pour regarder ce qui s'est passé dans l'affaire Djoka Kingsley. Vous le savez, cette semaine a été marquée par la plainte portée par les avocats de ce dernier à l'endroit du colonel Hassan Fark, le chef de la division de la communication du ministère de la Défense, qui, semble-t-il, avait porté quelques accusations vis-à-vis de ce dernier. Suivez ce reportage et on revient derrière introduire ce que pense le PCRN de la crise anglophone. Violation de présomption d'innocence, divulgation des enquêtes de procédures judiciaires, telles sont les accusations qui pèsent contre le capitaine de frégate Atonfangemo Cyril. Une plainte introduite par Kingsley Fomunion Djoka près le tribunal militaire de Yaoundé. Notre client est encore devant le juge d'instruction. Notre client bénéficie toujours la présomption d'innocence. Son affaire est déjà devant les juridictions et la loi ne le permet pas. L'affaire fait suite au passage du porte-parole de l'armée camerounaise sur une chaîne de télévision locale. Atonfak est allé plus loin d'annoncer à tout le monde qu'ils ont à leur disposition les laptops de M. Djoka comme les preuves, comme les pièces à conviction, quoi, pour démontrer comment Djoka fait ses opérations sur le terrain avec les terroristes. Que Djoka a même avoué devant eux. Je ne sais pas si M. Atonfak est l'un de ces enquêteurs du service central de recherche judiciaire. M. Atonfak n'a jamais rencontré Djoka. N'en parlons même pas du fait qu'il est même parti sur le terrain avec Djoka. Un téléphone Android, une carte d'attente du référendum, tels sont les éléments scellés de Kingsley Djoka pour des raisons judiciaires, indiquent ses avocats qui disent avoir récupéré, les autres dits sous scellés. Ça, c'est le papier que M. Atonfak a dit que c'est le coupon des impôts que Djoka est en train de collecter. Ça, c'est l'un des téléphones qu'on a pris chez M. Djoka, qu'on a fait rentrer. Je me demandais à quoi sert ce genre de choses dans l'enquête. Sinon, les ordinateurs, les marques, ça c'est les ordinateurs. Ça c'est les ordinateurs.
Voilà, avec le sac que j'ai à main. Voici donc les choses qui sont à la disposition du colonel Atonfak Siringemo, comme les pièces à conviction. Joint au téléphone pour avoir son avis sur le sujet, le colonel Atonfak a laissé dire, je cite, « Je n'ai pas de réaction ». Rappelons que Kingsley Njoka est actuellement en détention provisoire à la prison centrale de Nkoundingui. Il est accusé de terrorisme. Au détour de cette actualité, donc, on va introduire la question de la crise anglophone. Cabral Libby, vous avez pris part au grand dialogue national. Au cours du mois dernier, Sissekou Ayouk Tabé a annoncé par sa page Twitter qu'il a entamé des négociations avec certains membres du gouvernement. Une actualité qui a rapidement été démentie par le ministre de la Communication. Vous avez le sentiment que le gouvernement hésite sur ce chemin-là? Je ne me perdrai pas à l'imagination du sexe des anges. Nous nous contentons de ce que nous voyons. Vous avez deux protagonistes. L'un dit « je suis en pourparlers avec l'autre » et ce dernier vous répond que c'est faux. Bon, à qui faut-il accorder du crédit en ce moment-là? Tout au moins, nous demeurons dans l'expectative qui a toujours été la nôtre, celle d'une sortie de crise par le dialogue. Vous vous souvenez que j'avais été de ceux qui avaient dit, déjà à l'époque, qui avaient émis des réserves suite à l'arrestation d'ailleurs de M. Ayouk Tabé. Et je faisais à l'époque un parallèle avec des espaces de conflit comme la Colombie, où malgré tout ce qu'on a connu là-bas, il a bien fallu un moment que le gouvernement et les FARC reprennent le chemin du dialogue. Au Cameroun, si la crise a pris les proportions qu'elle a prises, c'est parce que le dialogue qui avait été entamé, nous l'oublions toujours, avait été rompu, notamment par le gouvernement, avec l'arrestation des personnes d'ailleurs qui plus tard vont être relâchées, notamment des acteurs de la société civile. Certains ont été récupérés dans la commission du multiculturalisme et du bilinguisme. Donc c'était une erreur à l'époque. Nous le savons, nous l'avons dit. On ne remue pas le couteau dans la plaie. Reprenons le chemin du dialogue. Moi, je serais heureux d'apprendre que les principaux protagonistes de cette crise ont repris le chemin du dialogue avec le gouvernement. Ce dernier dit d'ailleurs qu'il est disposé à dialoguer. Il y a une question qui revient tout le temps. On dialogue avec qui? C'est vrai que la crise a métastasé. Les différents acteurs sur le terrain même de la guerre, dans le bush, ne sont pas concertés. Il y a pratiquement plus de coordination. Comme dans tout conflit qui s'enlise, il y en a qui affichent des ambitions ou plutôt des expectatives que l'on pourrait qualifier de légitimes ou pas, mais qui sont connues et les intéressés, les auteurs sont identifiés. Il se crée toujours aussi des branches radicales qui, pour certaines, puisent dans d'autres intentions qui sont hautement condamnables. Mais dans cet environnement, discutons au moins avec ceux qui veulent discuter. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'avec ce gouvernement, il n'est plus possible d'avancer, qu'il a tout donné sur la question? Non, je crois qu'il est toujours possible de faire quelque chose lorsque les gens meurent par centaines, par milliers. On n'a pas d'autre raison d'être que de trouver une issue à cela. La paix n'a pas de prix, M. Dipitatonga. Et quand je le dis, je mets sur la sellette notre ego, je mets l'orgueil des uns et des autres. Il faut qu'on fasse tout pour qu'on sorte de cette crise et que les tueries cessent. Et à cet effet, je dis toujours que pour discuter, il faut bien que ceux qui n'auraient jamais dû posséder des armes cessent de les posséder. En d'autres cas, les séparatistes déposent des armes. Non, mais je n'imagine pas autrement. Moi-même, aujourd'hui, vous savez qu'il y a le débat sur le cessez-le-feu. Moi-même, président de la République. Certains acteurs, aussi bien au niveau national qu'international, demandent aux forces de défense et de sécurité camerounaises de déposer les armes et également aux séparatistes. Vous dites, c'est clairement les séparatistes qui doivent le faire d'abord. Je suis d'ailleurs d'avis avec tous ceux qui demandent aux belligérants de déposer les armes. Mais je puis vous dire ceci. Dans un État normalement constitué, même si c'est moi qui deviens président de la République demain, l'État qui a la mission de protection, la mission de sécurité, la mission de préservation de la souveraineté, ne peut pas déposer les armes avant que ceux qui n'auraient jamais dû les posséder ne les déposent. Donc il est clair que nos militaires devront, pour créer les conditions de paix, rentrer dans les casernes, ranger leurs armes, mais il faut au préalable que ceux qui n'auraient jamais dû posséder les armes et qui sont dans le bush avec ces armes et qui eux aussi continuent à commettre des exactions, il faut qu'ils les déposent. Parce que tant qu'eux, ils ont des armes et qu'ils sont dans la forêt avec les armes,
il justifie effectivement non seulement la possession des armes par l'armée régulière qui de toute façon par nature ne fait que les posséder quand même elles sont rangées, mais elle justifie également que cette armée s'organise à les neutraliser et du coup crée les conditions de dépenses énormes qui elle-même dans une certaine mesure, mais sous réserve de la gabegie qui a toujours eu lieu, mais elle d'ailleurs aussi, est-ce que votre lecture n'est pas le constat, mais ces dépenses continuent. Votre lecture n'était pas le constat de ce que pratiquement 9 mois après le grand dialogue national, en décembre, le président de la République a promulgué la loi, du moins l'Assemblée nationale a voté la loi, elle a été promulguée par l'après du 19 décembre sur le Code général des collectivités décentralisées. Donc on allait vers plus de décentralisation avec un statut spécial pour les régions anglophones. Vous dites que malgré tout cela, on est toujours dans le statu quo? Écoutez, on a avancé. On a le statut spécial, tout au moins dans sa forme nominale. Mais vous connaissez la position du PCRN là-dessus. La forme donnée à ce statut spécial, de notre point de vue, n'est pas satisfaisante. Je crains même qu'elle participe de l'exacerbation des tensions. Mais évidemment, en ce moment-là, nous avons exprimé tout cela. Donc, il convient également à nous, les députés, puisque je rappelle que la loi portant collectivité territoriale décentralisée, au sein de laquelle il y a ce statut spécial, est une production parlementaire. Donc, nous aussi, les parlementaires, nous participons de la construction de la paix. Et je suis de ceux qui, et je saisis encore cette occasion, vous me direz, je dois le faire à l'hémicycle, mais je le fais là-bas. Je profite également pour tenir l'opinion à témoin de ce que je ne cesse de dire à mes collègues députés, que notre responsabilité aussi, tout au moins dans la production des propositions de loi, notre responsabilité aussi de participer à la construction de la paix. Et que cette loi de décembre 2019 doit encore être révisée pour avoir la forme que nous souhaitons pour la paix. Ça, c'est une chose, ça c'est la loi. Mais nous regrettons également d'autres choses. Depuis que le grand dialogue national a eu lieu, en réalité, on ne devrait même plus se perdre à beaucoup d'analyses parce que le travail qui a été fait à Yaoundé à cette occasion était de haute facture. Je l'ai toujours dit. Rarement dans notre pays, les hommes de bonne volonté, des femmes de bonne volonté ne se sont associés autant dans un tel esprit de cohésion pour une sortie de crise. Il appartient maintenant à ceux qui doivent implémenter ce qui en a été décidé de le faire. Vous parlez de la crise anglophone, vous parlez de la double nationalité, vous parlez d'un certain nombre de réformes qui ont été évoquées, que ce soit dans la relocalisation, que ce soit dans la reconstruction. Ben nous attendons, aujourd'hui nous avons une boussole. C'est celle de recommandation de ce grand dialogue national. Il appartient au président de la République et à son gouvernement d'implémenter ce qui a été décidé par ceux-là même qui ont été convoqués par eux-mêmes à ces assises-là. Donc, nous savons aujourd'hui ce qu'il reste à faire. Et j'interpelle encore le président de la République, j'interpelle les uns et les autres pour que ce qui a été décidé au grand dialogue national soit fait. En tout cas, moi, précisément. Ben, écoutez, je viens de vous le dire, sur les collectivités territoriales décentralisées, ce grand dialogue, ce statut spécial devrait avoir une autre forme qui réponde véritablement à l'autonomie. Et on peut dire ce qu'on veut. À cette occasion, on l'oublie. Nous avons proposé, nous au PCRN, le fédéralisme communautaire. Et je rappelle souvent que cette proposition qui a fait l'objet d'interprétations diverses et pour la plupart malsaines, était une solution à la crise anglophone. Et je continue à dire que nous ne pouvons pas rester autant captifs de ce qui a été importé. Donc aujourd'hui, au-delà des clivages linguistiques et culturels, nous devons reconstituer ce que le Cameroun n'a jamais cessé d'être, c'est-à-dire un peuple qui s'est mis ensemble pour avoir son indépendance et sa réunification. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et là-dedans, il faut donc loger l'autonomie réelle. Peut-être qu'on fait un pan sur la décentralisation ou la régionalisation, mais c'est de cela qu'il s'agit. Prenez l'affaire par le bout que vous voulez. La culture anglo-saxonne est une culture d'autonomie depuis la nuit des temps. C'est différent du Cameroun francophone qui a connu l'indigénisation ou l'indigénat comme on veut. C'est une culture différente. Que le gouvernement central accepte, c'est une interpellation que nous faisons, de concéder aux Camerounais ce qu'ils souhaitent. C'est bien beau de le dire aujourd'hui sur des plateaux de télévision, mais ce qu'on observe, c'est que l'Assemblée nationale, je veux dire, la dernière session ne s'en est pas saisie. Les députés n'ont pas à nouveau posé cette question. Je veux dire, si vous avez remarqué que la situation n'est pas totalement décanté, on aurait pu en parler. Qu'est-ce qu'on peut retenir du bilan des 5 députés du PCRN à l'issue de cette session parlementaire à l'Assemblée nationale notamment? Alors un bilan extraordinairement élogieux.
Parce que justement, nous n'avons fait que ce que le peuple nous a envoyé faire là-bas. C'est-à-dire poser les problèmes qui concernent les Camerounais, émettre des réserves quand il le faut, lorsqu'un certain nombre de textes sont soumis à notre examen, interpeller le gouvernement lorsqu'il s'endette, et même j'ai envie de dire s'endette. Alors, nous, on n'a fait que ça. Et nous avons d'ailleurs pris l'habitude de prendre l'opinion à témoin. Parce que jusqu'ici, en tout cas lorsque nous sommes arrivés, on a senti bien, on a bien senti cette perception négative que l'opinion globalement a du parlementaire. Les gens se disent, ils servent à quoi? C'est d'ailleurs pour ça que depuis trides polémiques naissent tout le temps, qui ont trait à des futilités, parce que les députés, on se dit dans le fond, c'est une caisse de résonance, c'est ce que le gouvernement va décider qui va se passer. Mais ça me laisse toujours aussi un petit sourire en coin, parce que je suis sûr que sur ce plateau, plusieurs fois je suis venu dire à mes compatriotes, si nous voulons que ça change à l'Assemblée nationale, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Tiens, j'en profite pour le dire encore, ça s'achève le 31 août. Votons et envoyons à l'Assemblée nationale des personnes qui peuvent faire ce que nous attendons d'elles. Nous sommes 5. Je rappelle que sur 180 députés, un parti, celui qui est majoritaire, a plus de 150 députés. Donc sur le jeu du nombre, c'est difficile qu'on s'en sorte. Mais je l'avais dit à l'entrée, à défaut d'avoir la faveur du nombre, nous nous battrons pour avoir la faveur de la pertinence. Et notre bilan, c'est celui de la pertinence. Que ce soit sur la loi sur les statistiques, la loi sur les gorilles, la loi sur l'activité postale, mais ça c'était même en mars, la loi, l'ordonnance récemment à cause du Covid-19, le débat d'orientation budgétaire et toutes les lois, la loi sur les associations artistiques et culturelles. Nous avons fait du mieux, du meilleur que nous pourrions faire. Si l'enjeu au départ était d'essayer de faire bouger les lignes, et qu'à l'arrivée on se dit, on n'a que 5 députés, on a essayé d'être pertinent, les lignes n'ont pas bougé, est-ce que c'est pas une façon de donner raison à ceux qui disent aujourd'hui, il ne fallait donc pas y aller? À quoi sert d'y aller, sachant que rien ne peut bouger? N'est-ce pas un départ ou alors une participation simplement pour des intérêts individuels, Cabral Libi? Non, pas du tout. Écoutez, ce que nous avons déjà aujourd'hui, et quand vous parlez de lignes, on ne parle pas de lignes matérielles, on parle de lignes immatérielles. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit d'un combat. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que si nos ancêtres, nos ascendants avaient réfléchi comme cela, il n'y aurait jamais eu de lutte pour l'indépendance. Il n'y aurait jamais eu de lutte pour la réunification. Je vous rappelle que ceux qui entraient au maquis à l'époque, ceux qui se levaient à l'époque, qui étaient des personnes comme nous, instruites, comme nous, ayant tout leur avenir devant eux, ben, c'était perdu d'avance. Ils n'avaient que leurs mains et leur conviction, leur intelligence, leur volonté, leur engagement. Ça a pris le temps que ça a pris. Les lignes, comme vous dites, ont fini par bouger. Moi, je ne perds pas espoir. Nous sommes là, voilà, deux sessions passées à l'Assemblée nationale. Et moi, je voudrais dire ici une chose que beaucoup de compatriotes ne savent pas. Et c'est peut-être parce que les rapports des commissions spécialisées, il y en a 9 à l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'une loi arrive, elle est dirigée d'abord en commission spécialisée. Et les rapports des commissions spécialisées ne sont pas souvent publiés. Et souvent, la presse ne s'y intéresse pas beaucoup. Et lorsque les uns et les autres vont commencer à s'y intéresser, ils comprendront que lorsque les députés et moi, j'avoue que j'en ai été impressionné. Souvent, lorsque nous nous sommes retrouvés en commission spécialisée, lorsque les députés commencent à critiquer le texte, à interpeller les représentants du gouvernement, à un moment, vous vous demandez lesquels sont du parti au pouvoir, lesquels sont de l'opposition. C'est déjà quelque chose de bien. Moi, je tiens modestement à féliciter mes collègues pour ce que j'ai vu. D'ailleurs, il y a un esprit... Vous l'observez peut-être aujourd'hui parce que vous êtes, comme vous l'avez dit, nouveau à l'Assemblée nationale. Je vous le dis encore. Depuis 92, la critique fait partie du débat à l'Assemblée nationale. Je vous le dis encore. On a pu le voir avec le SDF notamment. Par exemple. Écoutez, je parle de ce que j'ai vécu. Lorsque vous aurez ici quelqu'un qui a été là avant, il vous dira mieux ce qu'il y a vu. Mais s'il l'avait souvent dit, je le saurais aussi, parce que je suis connecté tout le temps sur vos antennes. Et j'y suis souvent passé avec certains d'ailleurs. Je dis que c'est quelque chose dont l'opinion doit être au courant. Et puis, il faut aussi qu'on sache que même au sein du parti au pouvoir, il y a eu un renouvellement assez important, de l'ordre de 60%, et un rajeunissement particulièrement marqué. Et je peux vous dire que l'esprit aujourd'hui qui gouverne les travaux à l'Assemblée nationale est un esprit nouveau. On ne l'a pas soupçonné à l'entame. Moi, je ne serais pas surpris, d'ailleurs, moi, je vous le dis de toute façon pour répondre directement à votre question, que le PCRN, dès notamment la session de novembre, c'est vrai, les budgets
et surtout mars 2021, le PCRN posera sur la table du bureau de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, dont je fais partie, un certain nombre de propositions de loi qui touchent notamment à la décentralisation, à la nationalité, ainsi de suite, ainsi de suite. Nos équipes sont en train de travailler là-dessus. Évidemment, ça pourrait ne pas prospérer, toujours à cause du jeu d'équilibre ou de déséquilibre. Mais comme je vous l'ai dit, les lignes, elles sont immatérielles. Nous sommes dans la construction. Et moi, je vous dis que les lignes sont en train de bouger. Les lignes, elles sont là. Elles sont d'abord dans la conscience de ceux qui doivent décider. Elles sont dans le cœur même de ceux qui ont été investis par les Camerounais. Et je reste convaincu que quand je parle aux autres députés, dont pour certains, même s'ils sont du parti au pouvoir, ont peiné pour se faire élire, tout au moins ceux qui nous ont affrontés, il y en a qui nous ont battus et qui ont peiné, même quand ils ont triché. Je leur dis souvent à l'Assemblée nationale, il y a même une technologie et une sophistication de la fraude devant laquelle je suis bien obligé de m'incliner aussi par respect, parce que j'avais jamais imaginé que des humains pouvaient frauder autant. Donc, ces gens ont peiné d'une façon ou d'une autre pour être là, et je reste convaincu que par les temps qui courent, par les horizons qui se profilent, avec le contexte qui se dessine, eh bien même ceux qui veulent sauver leur peau vont agir différemment. Et moi, je fais confiance à ces personnes. En fait, qui a retenu l'attention, notamment à moi qui a suscité une sortie assez forte du ministre des Finances, certains députés, parmi lesquels ceux du PCRN, donc vous, ont posé la question de la dotation des véhicules. Évidemment, ce qui a fait charrier l'opinion. Y a-t-il eu un problème au niveau du PCRN pour entrer en possession de cette dotation? Les gens se sont dit, nous sommes en pleine session Covid et vous demandez à recevoir vos dotations véhicules, Cabral Libye? D'abord, les députés n'ont pas demandé à recevoir de dotation véhicules. D'accord. Vous qui sembliez être très informés de ce qui s'est souvent passé avant, c'est d'ailleurs le budget de l'année d'avant qui prévoit cela. Donc, à chaque début de législature, au Cameroun, et pas d'ailleurs seulement au Cameroun, il y a une dotation de véhicules pour les parlementaires. Et il me semble que c'est normal. Et d'ailleurs, personne n'a remis cela en cause. Je pense que le débat que vous soulevez est celui du contexte. C'est-à-dire, certains se sont dit, mais pourquoi eux, ils ont des véhicules au moment où nous sommes dans le Covid? Ça paraissait indécent. C'est un sujet intéressant. C'est né de quoi en réalité? De ce qu'un document des finances a fuité dans les réseaux sociaux, qui parlait d'un montant de 4,5 milliards. Moi, je vais vous dire, M. Dipita Tongo, c'est même justement en période de Covid que ces députés aussi ont besoin du matériel de travail. Parce que le véhicule n'est rien d'autre qu'un outil de travail. Nous, au PCRN, on n'a pas attendu la dotation de véhicules pour mettre en place une unité qui a produit 50 000 masques. Nous en avons distribué 10 000. D'ailleurs, j'annonce que nous montons là, bientôt, dans la tournée du Septentrion. Nous allons nous arrêter à Garouaboulaye pour l'inauguration du siège de l'Est. Et nous irons également dans certaines villes, Mandjou et autres. Nous irons jusqu'à Kousseri avec, dans nos bagages, 20 000 masques. Ça, on n'a pas attendu pour ça. Lorsque vous avez vu les députés du PCRN, notamment ceux qui ont travaillé, d'ailleurs même ici à Douala, honorable Ngo ici, honorable Ndjip qui sont allés à l'Est, lorsque vous avez vu, qui est d'ailleurs le seul député PCRN de la Sanaga Maritime, honorable Biba François, qui tous les week-ends fait pratiquement les 11 arrondissements de la Sanaga Maritime pour distribuer savon, seau et tout ce que vous voulez, si vous faites un petit calcul de tout cela, c'est loin au-delà des 10 millions que ce député a pu avoir. Mais là, on n'est pas dans une comptabilité de quartier. On est simplement en train de vous dire que lorsqu'il faut arpenter, nous, notamment du PCRN, nous avons besoin de ces outils de travail. Parce que nous sommes arrivés là où nous sommes par le travail de terrain. Et vous avez commencé l'émission par ça. Nous avons arpenté les villages, les localités avec nos véhicules. Lorsque le mien était tombé en panne à Bégué-Palam, il y a 1 an, et je n'avais pas attendu d'être à l'Assemblée nationale, on a dû, vous savez où se trouve Bégué-Palam? C'est entre Maga et Kaikai. Alors, imaginez qu'on remorque un véhicule à partir de là pour le ramener à Yaoundé. Ça pourrait même coûter la dotation véhicule. Donc, c'est important. Et c'est aussi le lieu de vous dire que vous pouvez compter sur moi aussi pour veiller à la respectabilité de la fonction parlementaire. Vous savez, on ne se lève pas un matin pour être député. Il faut gagner la confiance des Camerounais pour être parmi les 180 à y aller. Nous incarnons une institution constitutionnelle. Et je rappelle encore, et c'est important de le dire, j'ai fait une petite étude comparative. Vous savez, un député camerounais, effectivement, et ça tient aussi à la perception, les gens se disent, de toute façon, ils ne servent à rien. Mais ça va changer aussi. Mais quand on dit qu'un député camerounais touche 1 million de francs CFA, on oublie de dire que pays de développement comparable, en Côte d'Ivoire, il touche 2,5 millions, au Kenya, il touche 3 millions, au Sénégal, il touche 3 millions. Même
En Centrafrique, ils touchent 1,7 million. C'est pour vous dire que les députés camerounais, en tout cas ceux du PCRN, je parle au nom du PCRN, ne sont pas exigeants sur ce genre de choses. Le peu qu'il y a, nous le mettons au service des Camerounais. Donc, loin de nous arrêter sur ce type de diatribe, qui participe d'ailleurs toujours du divertissement, de la distraction. Mais nous, on ne se laisse pas distraire. Nous travaillons et le peuple en est juge souverain. Qu'on s'attarde sur le deuxième reportage de cette émission, qui d'ailleurs aborde une question pertinente qui a été abordée au cours de cette session. Et c'est le collectif des artistes qui, à nouveau, du mois après l'adoption de la loi les concernant, est monté au créneau pour interpeller cette fois-là le président de la République dans le cadre éventuellement d'un décret d'application pour essayer de recadrer les choses parce qu'ils ne sont pas contents des dispositifs votés à l'Assemblée nationale. Suivez ce reportage. Malgré le vote par le Parlement de la loi régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun, le collectif des professionnels du secteur culturel au Cameroun croit encore au changement. Le dit projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Néanmoins, nous continuons de croire que M. le Président de la République peut surseoir à sa promulgation et donner instruction pour qu'elle soit modifiée en tenant compte de nos préoccupations. Le texte est contesté par les artistes depuis son dépôt à l'Assemblée nationale le 26 juin dernier. Il lui est reproché une grande intervention du ministère des Arts et de la Culture dans les affaires artistiques et culturelles. Également, un changement du régime de déclaration à celui d'autorisation des associations à objets culturels. Des éléments qui font dire aux artistes que ce texte a été élaboré par des personnes extérieures au secteur de l'art au Cameroun. J'ai le sentiment que cette loi a été faite par des personnes qui ne naviguent pas concrètement dans l'espace artistique et culturel sur le terrain. C'est vraiment un texte de technocrates qui n'ont pas le sentiment que nous sommes une force de proposition pour l'économie du Cameroun, parce que nous employons des gens, parce que nous achetons des produits, parce que nous en exportons. Le souhait de ce collectif, c'est revoir quelques articles de cette loi qui n'est pas entièrement mauvaise. Le souci, la volonté pour le ministère des Arts et de la Culture de structurer. Elle n'est pas mauvaise s'il faut structurer le secteur. Mais sauf qu'en matière de structuration, elle n'est pas bonne. Il y a des problèmes. Voilà, c'est simplement ça. La loi elle-même, elle n'est pas mauvaise dans l'idée que le ministère avait eue. Mais seulement, dans le texte, il y a des problèmes. Une conférence publique sur le décryptage de la loi régissant les associations artistiques et culturelles a eu lieu ce 15 juillet 2020 à Douala. Retour sur ce plateau, Cabral Libye, une loi qui, évidemment, ne fait pas plaisir aux artistes. Vous en dites un mot? C'est le moins qu'on puisse dire. Et sur cette question également, vous m'avez suivi à l'Assemblée nationale, vous que vous interrogez sur ce qu'on y fait. Et s'il y a une chose qui a plu aux artistes, c'est effectivement ma sortie. Parce que nous sommes là aussi pour représenter les artistes. En un mot, on a longtemps parlé de cette question. Cette loi, elle est mauvaise. Mais heureusement, elle est même contradictoire. C'est pour ça que j'avais dit aux artistes, vous n'êtes même pas obligés de vous y soumettre. De vous y soumettre tout simplement. J'ai interpellé le MINAT là-dessus. J'ai interpellé le MINAC là-dessus. Je leur ai dit, vous révisez l'alinéa 4 de l'article 5 pour inscrire au titre des associations qui sont sous le régime de l'autorisation et de la déclaration, alors que l'alinéa 3 vous dit déjà que les associations de fêtes d'intérêt socio et culturel ne sont pas soumises au régime de l'autorisation et de la déclaration. Vraiment, c'est facile, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en droit pour ça. C'est évident que c'est une contradiction. Mais comme je vous le disais, quand ils s'entêtent, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Non, écoutez, les artistes ont des problèmes qui sont connus, des problèmes de financement, des problèmes d'organisation, effectivement, des problèmes infrastructurels, les salles de spectacle. Je vous rappelle que s'il y a un secteur qui a été sinistré, on n'en parle pas suffisamment, par le Covid-19, c'est le secteur artistique. Parce que les artistes ne se produisent pas, notamment pour ceux qui doivent prester devant des masses. Ben, un artiste me disait, et je l'ai dit d'ailleurs au ministre, je peux le dire, c'est un des fondateurs du groupe Makaz, il était un grand bassiste bien connu, qui disait, depuis mars, il n'a pas gagné 2000 francs CFA de son art. Pendant que les artistes sont dans ce sinistre et s'attendent à ce que, comme on est en train de dégager un certain nombre de mesures pour contenir les effets ravageurs du Covid-19, pendant qu'ils s'attendent à cela, on leur sert une loi qui leur dit, M. Dipita Tongo,
que si vous êtes un groupe de danse de Douala Premier, vous créez une association et vous ne prestez qu'à Douala Premier. Pour prester à Douala Troisième, il faut que vous trouviez une autre association là-bas comme la vôtre, que vous constituez un groupe d'associations pour pouvoir prester. Alors, je ne vous parle pas de la Sanaga maritime ou d'une CAM. Je ne vous parle pas de la région ou d'une autre région. Non, on ne peut pas caporaliser l'art. On ne peut pas définir la géographie du génie. C'est pas possible. Ben, nous l'avons dit. C'est même pas imaginable. Mais j'ai bien aimé, pour sortir de là, ce que je viens de suivre, ça vous a d'ailleurs arraché à vous-même un sourire. Lorsque j'ai écouté le président tout à l'heure du Conseil qui dit que la loi, elle était très bonne dans l'idée que le ministre lui seul se faisait dans sa tête, mais le texte est mauvais. Il faut donc le réviser et compter sur nous au PCRN. Nous allons proposer de le réviser et j'espère que mes collègues qui ce jour, lorsque je m'exprimais, tout au moins semblaient opiner du regard, pas forcément de la tête, ils pourront soutenir cela. Décentralisation, 6 mois après, quel regard, Cabral Libye notamment, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes responsable d'un parti qui a 7 mairies et plus de 200 conseillers. 6 mois après, vous dites, nous sommes sur le bon chemin, il y a encore des difficultés, le gouvernement doit faire plus. Qu'en dites-vous aujourd'hui? Ben, il y a des difficultés. Nous sommes encore loin du compte. Et vous avez d'ailleurs suivi aussi ma volée de bois vert à l'Assemblée nationale lorsque j'ai appris de la bouche du ministre des Finances que cette année encore, on n'appliquerait pas ce que la loi a dit. Je rappelle que la loi dont nous parlions tout à l'heure de décembre 2019 a consacré la dotation générale de la décentralisation. Ce n'est pas nouveau, mais elle a bien précisé qu'elle serait assise sur 15% des recettes de l'État. Ça n'a pas été le cas en 2020 parce que la loi a été adoptée seulement en décembre 2019, donc au même moment que la loi de finances. Ce n'était pas faisable. Mais ça doit être fait en 2021. Mais pourquoi le gouvernement refuse de le faire? Toutes les raisons qui sont données sont fallacieuses. Ça se résume à une seule chose. Le gouvernement continue à freiner des 4 fers pour la décentralisation. Et c'est étonnant, M. Dipita Tongo. Parce que moi, j'ai envie de dire au gouvernement qu'il n'y a pas meilleure chose à faire que de décongestionner l'État central et de permettre aux élus locaux, qui, mieux que les élus locaux, peuvent le mieux répondre aux aspirations du peuple dans un pays où l'État est absent. C'est des analyses que nous avons souvent faites. Il faut permettre aux élus locaux de faire leur travail. Donc, je continue à interpeller le président de la République. Je continue à interpeller le gouvernement pour que cette avancée, obtenue de haute lutte par les Camerounais, soit implémentée dès 2021. Quels sont vos moyens de lobbying au Parlement, à l'Assemblée nationale? Je veux dire que tout le temps vous interpellez, et après vous regrettez que le gouvernement en fait à sa tête. À quoi bon ça sert donc d'interpeller si jamais rien ne se fait comme vous le souhaitez, comme ceux qui vous ont élus, ceux qui vous ont voté le souhaitent? Vous savez, je crois fondamentalement au Cameroun. D'accord. Je crois fondamentalement aux Camerounais. Je ne suis pas naïf. Je suis conscient de la pesanteur politique d'une discipline de parti. Mais les compatriotes que je rencontre, les personnes que je rencontre à l'Assemblée nationale, lorsque vous les isolez de l'ensemble, c'est des personnes pour certaines extraordinairement douées et pour certaines patriotes. Donc je reste convaincu. Vous me demandez mes moyens de lobbying, il y en a plusieurs. Mais le plus évident est celui que je suis en train de déployer en ce moment. La grâce que le Seigneur m'a donnée de pouvoir m'exprimer et de parler à mes compatriotes. Cette grâce, je l'utilise autant que je le peux. La pertinence, la démonstration, de dire à mes compatriotes, d'ailleurs on s'enrichit mutuellement sur un certain nombre de sujets. Je ne perds donc pas espoir. Ce n'est peut-être pas parce que je ne suis pas écouté aujourd'hui que je ne le serai pas demain ou après-demain. D'ailleurs, puisqu'on parle de décentralisation, c'est très important parce qu'il y a une actualité très intéressante qui nous vient notamment de la mairie de Njombe-Penja. Et vous voyez sur un sujet comme celui-là, vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas. Ce qu'on appelle les mines de surface, c'est-à-dire le sable, la terre, là, qu'on prélève même pour les chantiers routiers, le gravier. Bon, il y a un gros nom à cela que la loi donne, mais moi j'appelle ça les substances minérales non concessibles. En fait, c'est les mines de surface que tout le monde connaît. Cette loi dit que l'exploitation de ces mines de surface est exclusive aux collectivités territoriales décentralisées, qui pourraient donc le faire en régie, qui pourraient le faire en concession, ainsi de suite. Sauf que le Code minier de 2016 continue à donner
à l'administration minière, c'est-à-dire au ministre de Mines, l'exclusivité de la délivrance du titre d'exploitation, alors qu'une loi dit que cette exploitation est exclusive au CTD. Donc, il y a là une révision légale à faire. Mais bien plus, j'ai découvert, en approfondissant la recherche sur cette question, qu'en fait, en 2018, dans la commune de Kolmetet, il y a une expérimentation qui a été faite sur l'exploitation avec un document qu'on appelle la lettre de voiture. La lettre de voiture qui a été instituée par le Code OHADA, le droit des affaires, l'acte uniforme OHADA de 2003, est un contrat de transport. En fait, qui doit mentionner, par exemple, ce que la voiture transporte, le volume qu'une voiture transporte et qui est l'acheteur de ce que la voiture transporte. C'est un document qui existe, vous vous souvenez même à l'époque, lorsqu'il y avait la question avec les transporteurs et autres, la lettre de voiture est revenue. En fait, le jour qu'on va instituer la lettre de voiture dans ce pays, on pourra, sur l'exploitation des mines de surface, dégager pas moins de 700 milliards de francs CFA. Imaginez le gap qu'il y a entre les 36 milliards que le Premier ministre donne actuellement au titre de la dotation à la décentralisation et les 700 milliards que l'État pourrait générer en rationalisant l'exploitation des mines de surface. Ça veut dire que dans vous voyez qu'à la vérité, ce n'est même pas une guerre entre l'État et les CTD. Tout le monde y gagne. Par exemple, vraiment un petit exemple. Quand vous voyez, on vous dit, il y a une taxe superficielle, il y a une taxe d'extraction lorsqu'on exploite, par exemple la pouzzolane. Et il y a la taxe de transport, c'est 3 000 francs. Ça va de 1 000 francs à 3 000 selon le tonnage. Mais prenons le cas de la taxe d'extraction qui est de 200 francs au mètre cube pour les substances meubles comme le sable et de 350 au mètre cube pour le gravier, les substances dures. Vous vous rendez compte que c'est un impôt, enfin c'est une taxe à péréquation. Donc tous les ans, cet argent est prélevé. Sauf que cet argent n'est pas réparti au CTD. Parce que 25% de cet argent, 10% pour financer l'assiette, c'est-à-dire les administrations, et 65% au trésor public. D'abord, on devrait pouvoir inverser, puisque c'est l'exploitation exclusive de CTD. Mais on se rend compte que même les 25% qui doivent revenir aux communes de cet impôt à péréquation, qui devrait donc subir la même péréquation que la RFA, la redevance forestière, la taxe sur le développement local ou le timbre automobile. On se rend compte que le FECOM ne repartit toujours pas. Parce que depuis la loi organisant le FECOM de 2018, c'est lui qui centralise et distribue les impôts à péréquation. Et vous vous rendez compte que même ces 25%, si on les donnait, en la combinant à la lettre de voiture dont je vous ai parlé tout à l'heure, on dégagerait l'argent qui suffirait même pour financer les CTD, sans qu'on en soit à se taper dessus, même sur les 15%. Et dans ce combat, on voit bien que vous rejoignez l'idée, l'esprit de Paul-Éric Kinguin. Est-ce qu'on peut penser à une alliance au-delà de ce combat entre le PCRN et le MPCN, le parti de Paul-Éric Kinguin? D'ailleurs, on a pu voir ces dernières semaines qu'il y a eu une forme de rapprochement, une forme de politesse entre vous, ces deux leaders. Cabral Libby, Paul-Éric Kinguin, c'est envisageable? Mais absolument. Et moi, je ne suis pas pour les unités organiques, pour les fusions. Donc, quand j'envisage l'alliance politique au Cameroun, je le dis pour le MPCN, pour d'autres partis d'opposition, dès que nous sommes convergents, pour moi, la meilleure alliance, c'est l'alliance d'action. Et c'est pour cela que sur un sujet comme celui-là, s'il y a un combat à mener, un combat pédagogique, à l'adresse même du gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas inscrire ce débat sous le prisme de la guerre entre les gouvernants et les élus. Non, en fait, on y gagne tous. Il faudrait peut-être qu'on s'explique davantage. Je sais que les relents, comme on dit, le jacobinisme de certains sont tels qu'ils redoutent la décentralisation. Mais pour revenir à votre question, c'est évident. Avec Paul-Éric Kinguin, avec le MPCN, parce que moi je ne réduis pas ces choses aux individus et d'autres formations politiques, je suis prêt à m'associer à d'autres dans l'action. Et chaque fois qu'il faut agir dans le sens d'améliorer le bien-être des Camerounais, chaque fois qu'il faudra se mettre ensemble pour inscrire sur les listes électorales, vous avez vu, il y a quelque temps encore, j'ai salué par exemple la sortie du MRC, du président Kamto, lorsqu'il a demandé à ses militants et ses sympathisants de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Voilà ce qui doit nous réunir et nous rassembler. On y revient tout de suite après ce reportage de Jean-Michel Nitieux qui va nous conduire en un mot à la gestion que fait le gouvernement
des fonds Covid. Jean-Michel Nitchou est monté au créneau pour critiquer effectivement le ministre de la Santé, le ministère de la Santé publique, de la gestion de ces fonds-là. Et puis derrière, on revient parler du Cameroun et de sa diaspora. Au lendemain de la clôture de la 10e session parlementaire ordinaire le 9 juillet dernier, l'honorable Jean-Michel Nitchou dénonce l'absence au cours des travaux d'un échange entre les députés et le ministre de la Santé publique au sujet de la maladie à coronavirus. Toute une session parlementaire sans l'ombre du ministre de la Santé publique, alors qu'on est en pleine pandémie du Covid-19, déclare le député SDF dans un post qu'il a publié le 10 juillet sur les réseaux sociaux. À cet effet, l'honorable Jean-Michel Nitchou demande si le ministre de la Santé avait peur de s'expliquer sur la gestion catastrophique de cette pandémie devant la représentation nationale. Fin de citation. Dans le même ordre d'idée, le député SDF de Vouy-Est dans le littoral estime que le nombre sans cesse croissant de cas de coronavirus et de décès au Cameroun démontre, je cite, que le plan de riposte n'est pas efficace. D'où sa proposition relative à la mise à la disposition des médecins, personnels soignants du public et du privé, ainsi que des naturopathes et tradipraticiens, des moyens conséquents pour lutter de manière efficace et efficiente contre le coronavirus. Pour conclure, l'honorable Jean-Michel Nitchou affirme qu'à défaut d'une commission d'enquête parlementaire, la gestion de tous les fonds Covid-19 devrait tout au moins faire l'objet d'une enquête diligentée par les services compétents de la République. Fin de citation. Droit à temps, alors qu'il nous reste environ un quart d'heure. Cabral Libby, parlons de la diaspora camerounaise. On la sait, hein, elle a 2 temps. Il y a cette diaspora qui tous les jours manifeste, dénonce le gouvernement, mais il y a une diaspora dont on ne parle pas souvent, dont on ne parle pas assez et dont on ne parle pas beaucoup, qui, au fil du temps, quand même, se démarque dans l'implémentation, alors dans les différents pays d'accueil où ils sont, se démarque à travers les actions qu'ils mènent. Quel regard vous jetez à l'égard de cette diaspora, de toutes les diasporas que le Cameroun compte à l'international? Mais écoutez, la diaspora camerounaise est comme le Cameroun lui-même. Elle est plurielle. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'il n'y a pas lieu de se focaliser uniquement sur un seul visage de cette diaspora. Cette diaspora qui tempête, qui est frondeuse et qui est dans son droit le plus absolu. Tout comme ceux qui résident au Cameroun sont dans leur droit de militer dans le parti qu'ils veulent et d'exploiter le cadre légal qu'ils leur offert pour manifester. Les ambassades, par exemple? Évidemment, non. Ceux qui détruisent les ambassades, ceux qui détruisent tout court, qu'ils soient de la diaspora ou au Cameroun, sont effectivement à condamner. On ne peut pas vouloir le changement en détruisant les acquis que nous avons déjà. Moi, je n'aime pas m'attarder sur cette autre diaspora. En travaillant sur le terrain, et quand je dis terrain, je ne parle pas que du terrain Cameroun triangulaire, je vais aussi à la rencontre de nos compatriotes. Eh bien, moi, j'ai découvert un autre visage de la diaspora. Des Camerounais talentueux, des Camerounais impressionnants partout où ils se trouvent. Et ce qui est saisissant, c'est que ces Camerounais veulent se mettre au service, pour certains même bénévolement, de leur pays. Et moi, j'appelle le président de la République à créer les conditions de cela. Et sur cette question encore, il n'y a même pas lieu de s'attarder, parce qu'une des résolutions du grand dialogue national y est afférente. C'est pour cela que j'appelle à la révision de la loi du Code de la nationalité de 1968, qui est devenu obsolète, adopté dans des conditions de réunification du Cameroun et du contexte du parti unique. Non, on ne peut pas avoir le 5e de notre population à l'étranger. Ce sont les statistiques officielles. 5 millions de Camerounais. Vouloir de leur argent, vouloir de leurs biens, mais de ne pas les vouloir eux-mêmes. Je plaide donc pour la plurinationalité et qu'on arrête même de tricher. Beaucoup de Camerounais ne savent peut-être pas que chaque fois que nous participons à une compétition sportive internationale, comme la Coupe du Monde, ou que ce soit le football ou le basket, la plupart des personnes qui jouent avec les couleurs du vert ou jaune ont d'autres passeports et tombent donc sous le coup de la loi. Parce qu'en la vérité, lorsque vous avez pris une autre nationalité, vous renoncez, mutatis mutandis, à la nationalité camerounaise. Mais on triche pour eux. Donc lorsqu'on a besoin des Camerounais d'origine, qui ont pris une nationalité étrangère pour s'intégrer à la NBA, pour s'intégrer dans le championnat espagnol, on leur fabrique notamment des passeports pour pouvoir les montrer à la FIFA pour faire la feuille de match. Mais pourquoi nos grands artistes, qui eux aussi se sont imposés, pourquoi
on ne leur donnerait donc pas des passeports nuitamment lorsqu'ils rentrent au Cameroun, parce qu'eux aussi font la fierté du Cameroun. Arrêtons de tricher. Créons les conditions de la plurinationalité. Je me réjouis, d'ailleurs, je crois qu'au moment que je suis sur vos antennes, sur une télévision concurrente, il y a un compatriote dont j'ai donné le nom comme ça récemment en disant « Mais allez voir à Bruxelles ». Moi, je l'ai rencontré quand je suis allé à Bruxelles. Un jeune Camerounais de 36 ans qui est le directeur adjoint du bureau du FMI à l'Union européenne. C'est le tout premier Africain à occuper ce poste. Diplômé de l'université de Yaoundé. Monsieur Christian Ebeke. Ben, je salue encore. Il fait la fierté du Cameroun. Voilà la diaspora qu'il faut aller chercher. Et puis, il y a des réformes qu'il faut faire. On a évoqué cela au Grand Dialogue National. Nous, au PCRN, depuis 2018, nous avons proposé le guichet unique. Le guichet unique diaspora. C'est-à-dire qu'au niveau du ministère des Relations extérieures, qu'on crée une porte d'entrée pour tous les compatriotes qui veulent s'installer, se réinstaller et investir au Cameroun pour leur dispenser du tracas de notre bureaucratie qui escroque certains, décourage beaucoup d'autres. Il y a comme ça des mesures simples qu'on peut faire. Et moi, je salue encore tous nos compatriotes qui se mobilisent à l'étranger. Parce qu'il y a un autre combat à mener, c'est de permettre aussi qu'il y a des élus parlementaires venant de la diaspora. Cette diaspora dont vous ne voulez pas beaucoup parler depuis quelques semaines porte un combat initié par le MRC sous le label du gré à gré ou de l'alternance non démocratique. Mythe ou réalité, Cabral Libye, vous êtes dans ce match du gré à gré, dans ce match d'alternance qui voudrait que le président actuel, Paul Biya, donnerait le pouvoir à quelqu'un d'autre sans forcément passer par les voies constitutionnelles? Ben, je comprends que comme nous allons vers la fin de l'émission, vous commencez à me poser des questions de moindre importance. Parce que lorsque vous m'avez... C'est une question importante. Lorsque vous m'avez dites que le MRC est dans un combat de moindre importance, parlant de gré à gré. Lorsque vous m'avez écouté depuis le début, je vous ai dit comment moi je compte être président de la République. Absolument. Après, à l'issue de la prochaine élection présidentielle. Et pour ce faire, je suis au travail, sur le terrain, avec mes compatriotes, à structurer le parti, à l'implanter partout sur l'ensemble du territoire. Parce que je sais que c'est l'inscription massive, le vote massif, la surveillance du vote dans notre contexte qui peut vous permettre de mettre en relief la vérité des urnes. Vous comprenez donc que dans cette dynamique-là, j'accorde peu d'importance aux slogans et aux choses dont la définition des contours me perdrait du temps. Je préfère, moi, me consacrer à ce qui me permettra de mobiliser nos compatriotes pour l'alternance. Et cela dit, justement, cette question d'alternance et bien d'autres ont poussé le gouvernement camerounais à s'exprimer cette semaine à travers le ministre de la Communication et le ministre des Postes et Télécommunications qui sont montés au créneau pour dénoncer ces dérives. Les dérives qu'on observe malheureusement dans certains médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Voici le point de la rencontre du point de presse Mincom Minpostel. C'est une mise en garde du gouvernement contre les professionnels des médias qui se livrent au lynchage des personnalités, à la désinformation, bref, à des dérives médiatiques en piétinant l'éthique et la déontologie professionnelle. Selon le ministre de la Communication, après la sensibilisation, la phase de répression est imminente. Face à cette campagne de désinformation qui n'épargne plus personne, ni aucun secteur de la vie nationale, le gouvernement en appelle à la prudence, au discernement et à la vigilance de l'ensemble de la communauté nationale, afin qu'elle ne se laisse pas prendre au jeu macabre de ceux qui, dans l'ombre, tissent la toile de cette ignoble duperie. Cette expansion des dérives médiatiques ces dernières années s'explique selon cet expert en communication sociale par une véritable absence de régulation dans ce secteur. Est-ce qu'un journaliste doit tout écrire sous prétexte que c'est l'actualité? Il y a des choses qui se disent sur les radios, qui s'écrivent dans la presse, qui se disent dans les télévisions et qui n'honorent pas notre pays, qui n'honorent pas notre profession. Cabral Libye, justement cette question des réseaux sociaux, passe d'armes entre Richard Bona, Joseph-Antoine Bell, passe d'armes entre Richard Bona, Belkatobi, passe d'armes entre Richard Bona et Sambende. Vous, quelle lecture vous en faites? Je veux dire, vous en êtes souvent, vous avez souvent été victime, mais je veux dire qu'on a également vu souvent vos soutiens répondre ou être à l'initiative de ces matchs qu'on observe sur les réseaux sociaux. C'est la démocratie. Simplement. Elle est en très bonne santé. Simplement. Eh bien oui. Le débat n'est pas interdit aux musiciens. Le débat n'est pas interdit aux sportifs.
Le débat n'est pas interdit aux artistes. Il n'y a pas de zone exclusive dans le débat public. Les uns et les autres ont le droit de dire s'ils sont d'accord ou pas avec ce qui se fait au Cameroun. Ils comprennent dans la dérive. Chacun utilise ses mots. Non, mais je ne serai jamais partisan de dérive. Jamais. C'est même pas imaginable. Et je mène un travail quotidien de discipline dans la formation politique qui est la mienne, qui est le PCRN, et derrière ceux de mes compatriotes, ceux de mes camarades du parti, qui eux d'ailleurs aussi se retrouvent dans les réseaux sociaux, qui la plupart du temps cèdent à la provocation. Vous savez que moi j'ai fait l'objet de toutes sortes d'accusations de colibé et tout, et je peux comprendre des fois la colère des miens, mais je ne rate pas l'occasion de les rappeler à l'ordre. Pendant qu'on parle, Eric Ngando va certainement nous mettre à l'antenne ces images qui évidemment ont fait l'objet de railleries sur les réseaux sociaux. Cet appel, ou alors cette, je vais dire, cette sortie sur Twitter où vous dites que le MRC vous rejoint dans la lutte, du moins dans la sensibilisation davantage des populations pour l'inscription massive. Une sortie qui a suscité la réaction du secrétaire national à la communication de ce parti, que voilà, qui vous rappelle sagement qu'en réalité le MRC, lui, il y est depuis le 14 février 2013. Vous dites, Cabral, que vous êtes dans un match qui, je veux dire, a été précédemment joué par les autres partis politiques. C'est le bilan qui est important. Il n'y a pas de triomphalisme à être rejoint ou à rejoindre les autres. Nous-mêmes, en entrant en politique, on y a trouvé d'autres. D'ailleurs, on y a retrouvé le MRC. Et vous vous doutez bien que si le MRC est allé à des élections, avant même que le PCRN ne soit géré par nous aujourd'hui, ben, ça veut dire que par le passé, ils avaient forcément appelé à s'inscrire. Sinon, ils ne seraient pas allés aux élections avec des prétentions clairement exprimées. Donc le débat n'est pas là. Moi, je suis heureux simplement qu'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de qui a la plus grosse tête ou le nez le plus long. Non, le débat n'est pas là. Le débat, c'est que nous sensibilisions nos compatriotes à s'inscrire massivement et le moment venu à voter massivement et à défendre. En un mot, quelle lecture faites-vous de la stratégie MRC? Non hold-up électoral, on ne va pas aux élections, il n'y aura pas d'élections tant que le code électoral n'est pas refait, la crise sociopolitique dans le Nord-Ouest n'est pas terminée. Aujourd'hui, il demande à s'inscrire sur les listes électorales, il dénonce le gré à gré, il dénonce l'alternative. Dans ces stratégies, quel regard vous y jetez-vous? C'est que c'est une stratégie propre au MRC. D'accord. Et si vous saviez le temps que je mets avec mes équipes à définir la nôtre, vous comprendriez simplement que ce qui nous intéresse, c'est d'observer ce que font nos concurrents et de capitaliser sur leurs erreurs. Et c'est ça qui nous permettra, nous, d'arriver à la victoire. Je vous l'ai dit, ce qui compte pour nous, chaque fois qu'il y aura élection, nous irons aux élections. Et nous nous battrons pour les remporter. C'est ce que je vous dis. Y a-t-il un problème, Noran Fossing, au PCRN? Quelques faits. À peine l'élection passée des municipales et législatives, vous arrivez au Parlement. Ensuite vient le Covid. Noran initie une action de collecte des fonds. Loin du parti, on a l'impression. Rencontre de MINAD, rencontre de Mi-Santé, loin du parti. Et puis cette semaine, vous rencontrez la presse dans le cadre d'un déjeuner de presse. Noran n'est pas là. Y a-t-il un problème fondamental dans la gestion de ces élus? On sait par exemple qu'il y a eu un maire qui est sanctionné en ce moment. Qu'est-ce qui se passe véritablement au PCRN? Non, il y a 2 maires qui ont été sanctionnés. Et pas seulement 2 maires. D'ailleurs, d'autres conseillers municipaux, après les élections. Ils ont été sanctionnés par le conseil de discipline pour 3 ans. Parce qu'ils n'avaient pas suivi la ligne qui avait été donnée par le parti dans la désignation des exécutifs communaux. Il faut que cela soit clairement dit comme cela. On a communiqué largement là-dessus. Maintenant, au PCRN, il n'y a pas de problème sur un député en particulier. Mais ça a dû vous échapper. Après l'élection, j'ai donné 6 mois à tous les élus du PCRN pour que chacun s'exprime, fasse ce que bon lui semble, tant que ce n'est pas illégal, aille là où il veut, marque son terrain. Donc, si je devrais vous dire pourquoi l'honorable Noran Fossing était ici et pas là-bas, je devrais aussi vous dire pourquoi l'honorable Ngoïsi était ici et pas là-bas, l'honorable Njip était ici et pas là-bas, l'honorable Biba était ici et pas là-bas. Dans un gouvernement d'IA aujourd'hui, vous dites? Seriez-vous prêt à entrer dans un gouvernement d'IA? Je l'ai toujours dit. Je suis disposé chaque jour qui se lève à servir mon pays à tous les niveaux de pouvoir, tant que les exigences qui sont les nôtres sont satisfaites. Et sur cette question de gouvernement, je considère que c'est une question qui n'a jamais eu lieu, qui ne s'est jamais posée, parce que la seule personne avec qui je peux en parler, c'est celui qui a remporté l'élection présidentielle, qui doit me dire s'il a besoin de moi ou pas,
et s'il peut répondre aux conditions qui sont celles du PCRN. C'est donc un débat de distraction. Nous travaillons à le remplacer à la prochaine élection présidentielle. Un mot pour terminer. Il n'y a pas d'élection gouvernementale. L'élite Bassa a lancé un mot d'ordre depuis quelque temps, ou du moins une motion. Ils appellent à la constitution d'une grande, un grand espace, une forme de région, essentiellement au Bassa. Vous y adhérez, vu de ce côté. Est-ce que ce n'est pas une forme de repli identitaire qu'on dénonce pour certaines autres régions? Écoutez, il y a même une région dans ce pays qui est quasiment mono-ethnique. C'est la région de l'Ouest. C'est 8 départements, dont 7 sont Bamileke. Est-ce que c'est un repli identitaire? Donc, pour le cas des Bassa, il me semble même que cette région avait déjà existé. Merci. La région de la Grande Sanaga. Donc, ils sont légitimes d'avoir de la nostalgie. La crise anglophone, ne l'oubliez pas, a des relents nostalgiques. Merci infiniment, Cabral Libye, de nous avoir accordé ce dimanche. C'est 60 minutes pour vous exprimer à nos téléspectateurs et au-delà au public camerounais. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être restés regarder 52 minutes avec Cabral Libye dans Face à l'actu. Bonsoir et à dimanche prochain. Bon, c'est technique.